There's no VIP section, there is no concierge, only conmen, killers, and kingpins. Sean Combs is dangerous and poses an ongoing threat to the safety of the community, adding that he's a flight risk. Dans une salle d'audience fédérale de Manhattan, au cœur d'un procès aussi médiatisé que bouleversant, le silence de plomb a été brisé par un rugissement de colère. Un homme jusque-là inconnu du grand public s'est levé. Son nom, Alex Fine, mari de Cassie Ventura. Ce qu'il a fait ce jour-là allait devenir l'image virale d'une génération en quête de justice. C'était le 9e jour du procès de Sean Diddy Combs. Dans la salle d'audience 17, chacun retenait son souffle. Devant le juge Arun Subramanian, Cassie, enceinte de plus de 8 mois, venait de livrer près de 4 heures de témoignages glaçants. 4 heures où elle a raconté l'indicible, des années d'humiliation, d'agressions sexuelles, de violences psychologiques et d'un enfermement insidieux dans une prison dorée. À la barre, elle n'était plus la chanteuse pop à la voix douce et aux tenues éclatantes, elle était une femme brisée, une survivante. Cassie tenait à peine debout, les traits tirés, le regard bas, comme si le simple fait de respirer devant son ancien bourreau coûtait une force incommensurable. Mais soudain, un frisson parcourut la salle. Le crissement brutal d'une chaise sur le carrelage glaça les épines dorsales. Tous les regards se tournèrent vers le fond de la pièce. Un homme s'était levé, son visage rougi, ses poings si serrés que les veines de ses mains semblaient prêtes à éclater. C'était Alex Fine. Voix off, ton accéléré, dramatique. En une seconde, il se mit à courir. Pas en criant, pas en pleurant, en rugissant, une bête humaine portée par la douleur et la rage. Il fonça droit vers la table du défendant, là où Diddy était assis, impassible, lunettes noires sur le nez, comme si tout cela n'était qu'un mauvais scénario. Alex hurla « Qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Tu devrais disparaître. » Espèce de monstre, la salle explosa. Un avocat de la défense tenta de l'intercepter, mais fut projeté à terre comme un sac de sable. Un agent de sécurité se jeta sur lui, mais fut repoussé d'un coup d'épaule brutal. Les caméras n'étaient en pas autorisées, mais les descriptions des journalistes sur place parlent d'un moment d'une violence quasi biblique. Alex Fine, habituellement discret, coach sportif respecté, connu pour sa discipline et son calme olympien, était méconnaissable. Son visage tordu par la douleur, ses yeux injectés de sang, il n'était plus un mari. Il était un volcan. Il était justice incarnée. Alors qu'il s'approchait dangereusement de Diddy, il cria « Tu l'as fait parler de ça ! De tout ça, tu l'as forcé à revivre chaque horreur. Tu lui as demandé si elle avait aimé ça. Tu es humain, toi ?» Il ne lui restait plus que quelques centimètres avant de l'atteindre. La tension était telle qu'un souffle aurait pu faire exploser la pièce. Voix off, ton froid et dramatique. Mais il ne l'a jamais touché. 3 agents l'ont finalement plaqué au sol. Il hurlait encore, sa voix brisée, non pas par la peur, mais par l'amour, par l'impuissance. « Regarde-moi, tu crois que t'es un roi? Tu n'es rien. Elle avait 19 ans. Tu l'as détruite, manipulée, humiliée. Tu devrais te mettre à genoux et regarder toutes les femmes que tu as blessées. » Menotté, le sang au poignet à cause des fers trop serrés, Alex Fine continua à crier. Pas de haine gratuite. Seulement le cri d'un homme qui venait d'entendre sa femme revivre l'enfer à haute voix devant une salle pleine d'étrangers. Le cri d'un homme qui n'en pouvait plus de se taire. Sur le banc des témoins, Cassie porta une main à sa bouche. Non pour se retenir de pleurer, mais pour empêcher un cri de sortir. Un cri de terreur, ou peut-être de reconnaissance. Le juge Subramanian frappa violemment 3 fois avec son marteau. Le son claqua dans la pièce comme une sentence. La séance est suspendue. Faites sortir l'accusé. Protégez la témoin. Toute personne incapable de rester calme est priée de quitter cette salle et de ne jamais y revenir. Ceci est un tribunal, pas une arène de gladiateurs. Diddy fut escorté vers une salle arrière, ses épaules tombantes, son visage vidé, sa chemise trempée de sueur. L'homme, autrefois adulé, photographié sur les yachts millionnaires, accueilli par des présidents, n'était plus qu'un spectre. Le roi déchu d'un empire bâti sur le silence. Le lendemain, toutes les unes de journaux montraient Alex Fine, le visage tendu, les bras retenus, traîné hors du tribunal. Mais cette fois, les gros titres ne le condamnaient pas. Ils le glorifiaient. Il n'était pas vu comme un agresseur, mais comme l'un des derniers hommes prêts à perdre la raison pour protéger la femme qu'il aime. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #JusticeForCassie explosa. Des millions de personnes partagèrent ce moment, non pour le sensationnalisme, mais parce qu'ils voyaient en lui ce qu'ils auraient voulu faire, ce qu'ils auraient voulu crier. Dans un monde où le silence est souvent confondu avec la sagesse, Alex Fine a crié à la place de tous ceux qui ont été brisés. Il a crié pour les voix qu'on a étouffées, pour les douleurs qu'on a niées. Ce jour-là, dans cette salle d'audience, un homme n'a pas frappé un autre homme. Il a frappé l'indifférence.
Et même si sa rage ne changera pas Azaël, seul le système, elle a déclenché quelque chose de bien plus puissant qu'un point, une prise de conscience. Dans une salle d'audience glaciale de Manhattan, une femme s'avance. Elle ne porte pas de strass, pas de maquillage de star, pas de look millimétré. Elle n'est pas là pour chanter, pas là pour séduire. Elle est là pour dire la vérité. Son nom est Cassie Ventura. Et ce qu'elle s'apprête à raconter va laisser la salle sans voix. Face aux jurés, Cassie ne cherche ni pitié, ni émotion facile. Elle parle lentement, d'une voix claire, ferme, parfois tremblante, mais jamais floue. Elle est enceinte de plus de 8 mois. Et pourtant, c'est elle qui soutient tout le poids de la pièce. « Je ne suis pas là pour pleurer », dit-elle. « Je suis ici pour dire ce qu'il m'a fait. » Tout commence en apparence comme un conte de fées. Son 20e anniversaire à Las Vegas, champagne, célébrité, hôtel de luxe. Et lui, Didi, l'homme charismatique, riche, puissant, 17, ans de plus qu'elle, mais le rêve a une trappe invisible. Ce soir-là, Didi l'embrasse sur le balcon sans un mot, sans lui demander. Je n'ai pas eu le temps de dire oui, ni de dire non. Ce fut le début d'un cauchemar long de 11 ans. Peu à peu, Cassie entre dans une cage dorée. Didi contrôle tout, qui elle voit, ce qu'elle porte, ce qu'elle mange, même quand elle peut dormir. Des caméras sont installées dans toutes les pièces, même dans la salle de bain. Un jour, pour avoir parlé à un ancien camarade de classe, elle est enfermée pendant 24 heures dans une pièce blanche, sans nourriture, sans téléphone. Mais le pire commence avec ce qu'il appelle les freak-offs, des soirées sordides qu'il organise. Didi engage des danseurs, des gardes du corps, parfois des prostituées, hommes comme femmes. Cassie est forcée d'y participer. Devant lui, il appelle ça de l'art. Elle appelle ça du viol organisé. Un jour, il m'a lancé un téléphone à la figure parce que j'ai refusé de me plier à ses jeux. Résultat, une plaie ouverte à la joue droite. Le lendemain, pour se faire pardonner, il l'emmène. Acheter un sac Hermès, c'était toujours comme ça. La violence suivie d'un luxe anesthésiant. Même quand elle réussit musicalement, Didi la freine. Il fait annuler ses apparitions, menace les labels, répand des rumeurs. Il veut que la lumière soit sur lui, toujours. Chaque fois que j'avance d'un pas, il m'en repousse de 3. Cassie parle aussi d'un autre homme, Kid Cudi. Elle aurait eu une relation avec lui. 3 jours plus tard, la voiture de Cudi explose devant chez lui. Didi m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je ne bluffe pas ». Mais ce n'est pas seulement une affaire d'humiliation publique. Cassie raconte des sessions de torture sexuelle. Des scènes froidement planifiées en 4 étapes. La simulation, les attouchements à l'huile pour bébé, les actes oraux et enfin l'acte sexuel brut. Parfois filmé, parfois observé, toujours imposé. Jamais consenti, elle raconte qu'après certaines de ces sessions, Didi lui demandait de ramasser la semence d'autres hommes pour la lui étaler sur le torse. Il l'appelait ça « le moment de domination ultime ». Cassie, elle dit qu'elle se sentait morte de l'intérieur. Parfois, c'était encore pire. Un jour, elle raconte avoir été urinée dessus par un garde du corps. Pendant que Didi regardait assis dans l'ombre, elle ne dit pas cela avec colère. Elle le dit comme un fait, parce qu'à force, la honte s'use. Il ne reste que la vérité nue. Quand on lui demande pourquoi elle n'est pas partie plus tôt, elle répond « J'étais prisonnière, de la peur, de l'argent, de sa notoriété. Mais surtout, des enregistrements qu'il avait sur moi. » Cassie conclut son témoignage en regardant Didi droit dans les yeux. Il reste impassible, mais son visage est plus pâle, plus creux. J'étais sa muse, oui, mais pas la muse d'un poème d'amour, je suis le témoin vivant d'un film de torture de 11 ans. Et aujourd'hui, si la justice existe, alors que ce soit la fin de ce film. La salle reste figée, pas un murmure. Même les journalistes, qui griffonnent habituellement sans relâche, arrêtent leur stylo. Ce que Cassie a dit ce jour-là n'est pas resté sans preuve. Des témoins ont confirmé ses propos. Des vidéos de surveillance, des emails où Didi la menace, des enregistrements et même une transaction. En novembre 2023, Cassie avait déjà accepté un accord financier de 20 millions de dollars pour clore une plainte civile. Mais elle a quand même témoigné. Parce que, selon ses mots, l'argent ne rachète pas la honte et je n'en peux plus de la porter seule. Ce jour-là, Cassie Ventura n'était pas une victime. Elle était une survivante qui rendait la honte à son bourreau. Son ventre arrondi n'était plus un signe de fragilité, mais un symbole d'avenir. Elle a tout dit, même ce que beaucoup n'auraient jamais osé imaginer. Même ce que certains préféreraient ne jamais entendre, parce que parfois la vérité fait plus mal que le scandale. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut. Le 14 mai 2025, les portes du tribunal fédéral de Manhattan ne s'ouvrent pas sur un simple procès. Elles s'ouvrent sur un séisme. Le témoignage de Cassie Ventura a fait trembler les fondations d'un empire musical. Mais ce jour-là, elle n'est plus seule. Derrière elle, un flot de témoins et de preuves accablantes s'avance à la barre et peu à peu, le vernis de gloire et de luxe autour de Sean, Diddy Combs, commence à se fissurer. Chapitre 1, des témoins qui
Brisant le silence, le premier à venir confirmer les propos de Cassie est un homme que personne n'attendait vraiment, Daniel Philippe. Ancien danseur, parfois embauché pour les soirées privées de Didi à la barre, il raconte avoir entendu Cassie crier lors d'une crise de panique dans une pièce fermée à clé. Il dit avoir voulu appeler la police, mais ne l'a pas fait, parce que Didi avait déjà photographié ma carte d'identité, comme une menace, comme un avertissement. Ce n'était pas un avertissement isolé, c'était une méthode, un système. Vient ensuite Dawn Richard, chanteuse, ancienne membre du groupe Danity Kane, signée chez Bad Boy Records. Quand elle entre dans la salle, tout le monde se tait. Elle ne tremble pas, elle ne détourne pas le regard. Elle n'a plus peur, elle se souvient d'un matin en 2009, elle vient enregistrer chez Didi. Cassie est en cuisine, en t-shirt large, une scène banale, mais soudain Didi entre et crie « Où sont les œufs ?» Sans prévenir, il lance une poêle encore, chaude au visage de Cassie. Puis il la frappe, et lorsqu'il se rend compte que Dawn regarde, il sourit. Et dit « Si tu ouvres la bouche, tu disparaîtras plus vite qu'un claquement de doigts. » Dawn parle ensuite d'un trajet en voiture. Cassie pose une question anodine. Didi la gifle du revers de la main. Aucun mot, aucun bruit. Tous les autres retiennent leur souffle. Si c'est comme ça qu'il traite la femme qui dort avec lui chaque nuit, alors que suis-je moi? Une simple choriste? Chapitre 2. La preuve par les images. Les témoignages sont puissants. Mais les preuves visuelles vont ancrer ces récits dans le réel. La vidéo date de 2016. Lieu, hôtel Intercontinental, à Los Angeles. Sur les images, Didi est en serviette visiblement agitée. Cassie, elle, est en larmes, le visage tuméfié. Un vase brisé est visible dans le couloir. Un agent de sécurité, Israël Flores, est appelé à témoigner. Il confirme tout. Il a vu la scène. Il a vu la peur dans les yeux de Cassie. Et surtout, il a refusé un pot de vin. Didi aurait dit « Prends ça, occupe-toi de ça, et ne dis rien ». Mais Flores a tout enregistré, et il a déposé un rapport. Le jury voit aussi un échange d'emails de décembre 2011. Cassie y supplie Didi de ne pas diffuser des enregistrements sensibles. Il menace, il contrôle, elle implore. La dynamique de domination est claire. Chapitre 3, les preuves matérielles, le cauchemar concret lors d'une perquisition. Les enquêteurs découvrent plus de 1000 bouteilles de lubrifiant et d'huile pour bébé dans la résidence de Didi. Un nombre absurde, inexpliqué. Sauf par les récits de Cassie, elle avait parlé d'un rituel, d'une obsession. Chaque freak-off commençait par l'huile. C'était un scénario répété, une chorégraphie sordide. Les objets sont là, les traces aussi. Ce n'est plus une histoire, c'est un dossier. Chapitre 4, les victimes silencieuses. Maintenant entendues, Cassie n'était pas seule. Au 12 mai 2025, les procureurs annoncent avoir perdu contact avec victime 3, une femme censée témoigner, disparue, introuvable. La défense s'en sert. Elle veut repousser le procès. Mais le public, lui, y voit une preuve de plus. La peur continue, et puis les chiffres tombent comme une avalanche. 63 plaintes, plus de 100 victimes, 25 mineurs. Une d'entre elles, selon les documents, n'avait que 9 ans. Ce n'est plus un cas isolé. C'est une entreprise criminelle présumée, traite, extorsion, trafic humain, menaces, violence, drogue et destruction de preuves. C'est un château de cartes bâti sur la peur et qui commence à s'effondrer. Chapitre 5, la chute d'un empire Sean Diddy Combs. Autrefois adoré, célébré, respecté, il entre au tribunal en costume, lunettes noires, garde droite, mais au fil des audiences, quelque chose change. Son dos se courbe, son regard fuit. Il ne sourit plus. Il a perdu sa clé de la ville de New York. Howard University lui a retiré son doctorat honorifique. Ses anciens collaborateurs, un à un, s'éloignent. Même sa famille semble déstabilisée. Son fils Justin, habituellement fier, baisse les yeux. Ses filles jumelles, Delilah et Jessie, ne lèvent plus la tête. Le roi du hip-hop n'est plus intouchable. Il est assis dans un box et pour la première fois depuis 30 ans, il écoute. Les mots de Cassie ont ouvert une porte. Les preuves ont cimenté les fondations d'une vérité que beaucoup pressentaient, mais que personne n'osait nommer. Ce n'est plus une guerre de réputation, c'est un combat pour la justice. Et si ce procès ne se termine pas encore, il aura déjà brisé une loi tacite, le silence autour du pouvoir. Dans un procès aussi explosif que celui de Sean Diddy Combs, il ne suffit pas de nier, il faut convaincre. Et pour tenter de sauver ce que certains appellent que déjà l'empire en ruine, l'équipe de défense du magnate du hip-hop a choisi une ligne pour le moins déroutante. Oui, c'est un homme toxique, mais pas un criminel. Chapitre 1, l'aveu paradoxal, construire une défense sur le mépris de soi. Dans la salle d'audience 17 du tribunal fédéral de Manhattan, l'avocat principal de la défense, Mark Agnello, ne joue pas la carte du déni total. Il ne tente pas de repeindre Diddy en homme parfait. Non, il reconnaît les excès, les cris, les menaces, les excès de drogue, les relations volatiles. Mais il affirme avec insistance
Ce n'est pas du trafic humain, ce n'est pas de la torture, c'est du chaos amoureux. La stratégie est risquée. Admettre que Didi était un mauvais petit ami, mais réfuter qu'il était un criminel. Chapitre 2. La défense du style de vie. Selon la défense, les actes dénoncés par Cassie Ventura et d'autres plaignantes s'inscriraient dans un style de vie librement consenti. Un mode de vie extravagant, sexuellement ouvert, parfois excessif, mais basé, toujours selon eux, sur des accords entre adultes. Oui, il a organisé des soirées sexuelles. Oui, il a filmé. Mais c'était consenti. Ce n'est pas un crime, c'est une préférence. Mais alors, pourquoi tant de femmes décrivent un traumatisme profond? Pourquoi tant de peur? Tant de silence pendant des années? Pourquoi des emails, des vidéos, des blessures, des accords financiers? La défense répond, elles étaient fortes, elles savaient, elles ont profité. Une stratégie qui vise à inverser les rôles. Les victimes ne seraient pas si vulnérables, elles auraient eu quelque chose à y gagner. Un appartement, une carrière, de l'argent, mais ce discours ne passe plus. Chapitre 3, l'argument de l'altération mentale. Quand les récits deviennent trop durs à contredire, une autre carte est jouée. Didi n'était pas lui-même. La drogue, le stress, les substances illicites. La défense parle d'un homme fragile mentalement, incapable de discernement. Un homme perdu dans ses excès. C'est notamment autour de l'affaire de l'hôtel Intercontinental en 2016 que cet argument est martelé. Les images montrent Didi en serviette, agité, les yeux démoniaques selon un agent de sécurité. La défense reconnaît l'épisode, mais le présente comme un moment d'égarement causé par l'usage de drogue et un épisode émotionnel intense. Mais la stratégie ne convainc pas tout le monde. Car si Didi était trop désorienté pour être tenu, responsable, comment a-t-il pu dissimuler les preuves, menacer des témoins, payer le silence? Ce n'est pas de l'égarement, c'est de la stratégie. Chapitre 4, tactique raciale et polémique médiatique. Dans un podcast controversé, Marc Geragos, proche de l'équipe de défense, lance une bombe. Ce procès, c'est 6 femmes blanches qui veulent se faire tomber un homme noir. La réaction est immédiate. Le juge menace Geragos de sanctions disciplinaires pour insinuation raciale infondée. La défense recule. Mais le mal est fait. Accuser le système judiciaire de biais racial sans fondement solide dans une affaire aussi grave est une stratégie désespérée. Surtout lorsque Nicole Westmoreland, l'une des avocates de Didi, brillante, noire, respectée, représente elle-même la défense. Chapitre 5, contre-attaque sur les preuves face aux vidéos, aux courriels, aux objets saisis dans les propriétés de Didi. La défense adopte une autre tactique. Remettre en question leur authenticité ou leur interprétation. La vidéo de l'hôtel, peut-être éditée, peut-être mal interprétée. Les emails de menaces, des échanges mal compris, sortis de leur contexte. Les 1000 bouteilles d'huile pour bébé, pas d'épreuves. De simples produits. Mais ces réponses sonnent creux. Face au volume de preuves, au nombre de victimes et à la cohérence des témoignages, les contre-arguments semblent de plus en plus décalés. Chapitre 6, le pari. De l'humanité, un Didi fragile. Peut-être la défense le sent-elle aussi. Alors elle tente une autre approche. Humaniser Didi, l'homme qui riait sur les tapis rouges, le père de famille, le producteur à succès, le génie musical, le survivant d'une enfance difficile. Un homme brisé, pas un monstre. Mais peut-on vraiment pleurer sur un roi déchu quand des dizaines de femmes racontent d'avoir vécu l'enfer derrière ces rideaux de soie? La défense dit « ce n'était pas du trafic, c'était de l'amour ». Toxique. Mais la justice n'essaie pas de juger ses goûts amoureux. Elle juge des actes, des violences, des abus, des humiliations répétées sur plus d'une décennie. Chapitre 7. Un homme face à sa chute. Au fil des jours, les observateurs le remarquent. Le visage de Didi change. Ses traits s'affaissent, ses épaules se voûtent, il ne joue plus. Le showman, il écoute, il se tait, il attend. Le roi du hip-hop, milliardaire, adulé, n'est plus que l'accusé Combs. Un homme de plus face à la justice. Et cette fois, la musique ne peut plus couvrir la vérité. La stratégie de la défense est claire, admettre l'homme, nier le crime. Mais plus le procès avance, plus il devient difficile de séparer l'un de l'autre. Car, ce qu'on juge ici, ce n'est pas un excès de célébrité. Ce n'est pas une histoire de cœur, c'est un système de pouvoir, où la peur, le silence, l'argent et l'humiliation ont été utilisés comme des outils de domination, et même la meilleure des plaidoiries ne peut effacer le poids de 63 plaintes. Et les regards de femmes qui, un jour, ont décidé de ne plus se taire. C'est une histoire qui a commencé avec une seule voix, celle de Cassie Ventura, brisant plus d'une décennie de silence. Mais cette voix n'était que la première, le premier cri d'un cœur longtemps réduit au silence. Car une fois le mur tombé, les autres se sont levés et ce qui s'est révélé ensuite n'est pas une simple série de fautes privées. C'est un effondrement d'empire. Chapitre 1.
L'effet domino, le 16 novembre 2023, Cassie dépose une plainte explosive contre Sean Diddy Combs. Le lendemain, l'affaire est déjà réglée à hauteur de 20 millions de dollars. Accord rapide. Trop rapide pour beaucoup, mais l'essentiel est ailleurs. La boîte de Pandore est ouverte. En quelques semaines, les témoignages affluent, puis les plaintes, puis les noms. Avril 2025, plus de 63 actions en justice ont été déposées contre Diddy, certaines pour violence, d'autres pour harcèlement sexuel, mais aussi pour trafic humain, extorsion, corruption, chantage, drogue, violence sur mineurs. Le plus jeune témoin présumé, 9 ans. Le monde découvre alors une réalité qu'il avait refusé de regarder. Chapitre 2, derrière les fêtes blanches, la noirceur, pendant plus d'une décennie, les white parties de Diddy étaient les plus prisés du monde people. Célébrités, mannequins, hommes d'affaires, tous vêtus de blanc, entourés de luxe et d'éclat. Mais selon plusieurs témoignages, ces fêtes n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Derrière les flashs et les paillettes se cachaient des chambres verrouillées, des femmes droguées, des actes imposés, des contrats signés sous menace. Adria English, une ancienne collaboratrice, décrit un système où les invités étaient forcés à des actes sexuels avec des hommes influents. Souvent, après avoir été intoxiqués à leur insu, ce n'était pas des fêtes. C'était un décor de théâtre pour une exploitation bien réelle. Chapitre 3. Le système Diddy. Contrôle, peur, silence. Tous les récits convergent. Diddy ne se contentait pas de manipuler ses partenaires, il contrôlait où elle vivait, ce qu'elle portait, qui elle voyait, ce qu'elle mangeait, ce qu'elle disait, des caméras dans chaque pièce, des menaces de divulgation de vidéos intimes, des salaires coupés, des carrières détruites. Et derrière cette organisation, une armée de collaborateurs, assistants, gardes du corps, complices, certains actifs, d'autres passifs, un véritable réseau. Chapitre 4. L'homme au sommet. Qui chute sans fin en 2022, Sean Combs est milliardaire, icône du hip-hop, fondateur de Bad Boy Records, producteur, entrepreneur, visionnaire. L'homme qui a tout réussi, jusqu'à ce que tout s'écroule. En 2024, l'université de Howard lui retire son doctorat honorifique. La ville de New York lui reprend la clé qui lui avait été symboliquement offerte. Ses marques cessent leur partenariat, ses associés s'éloignent. Même ses anciens amis, autrefois loyaux, ne le soutiennent plus publiquement. Les images de Diddy quittant le tribunal, tête baissée, silhouette amaigrie, contrastent cruellement avec celles des soirées en yacht, des tapis rouges, des coulisses des Grammys, un roi déchu, un empire vidé de sens. Un nom devenu poids, chapitre 5, l'indignation publique, la colère d'une génération sur les réseaux sociaux, les réactions ne tardent pas. Le hashtag Justice for Cassie devient viral, mais très vite, il est rejoint par d'autres, Survivor Speak, la Mute Diddy et Didit. Des femmes, des hommes, des anonymes, des témoignages, des récits, des larmes, des colères. Le nom de Diddy devient un symbole du pouvoir destructeur que l'industrie du divertissement a longtemps protégé. Le public n'applaudit plus, il écoute et surtout, il croit. Chapitre 6, le procès du siècle, ce qui était au départ. Un litige privé est devenu l'un des procès les plus attendus de l'histoire de l'industrie musicale. Des dizaines de témoins, des preuves numériques, physiques, médicales, des avocats de renom, une presse mondiale aux portes du tribunal et, surtout, un homme seul. Diddy risque des décennies de prison. Mais au-delà de la peine, c'est sa vérité qui est jugée. Car si la justice prononce un verdict, l'opinion, elle, a déjà tranché. Chapitre 7. L'héritage brisé. Pendant des années, Sean Combs a façonné l'image d'un père, aimant, d'un homme d'affaires généreux, d'un mentor, mais aujourd'hui, ses propres enfants, dès présents dans la salle d'audience, baissent les yeux devant les caméras. Ils ne parlent pas, ils regardent et ils portent. Cassie, elle, portait un enfant dans son ventre. Mais elle portait aussi toutes celles qui n'ont jamais pu parler. Ce procès n'est pas qu'un événement judiciaire, c'est un tournant. C'est l'histoire d'un monde où l'on a trop longtemps laissé le talent excuser la terreur, où l'argent a étouffé la vérité, où l'image a masqué l'enfer. Mais un jour, une voix s'est élevée, puis une autre, puis des dizaines, et aujourd'hui, dans cette salle, ce n'est plus une star qu'on juge, c'est le silence complice qui l'entourait.